C'était une nuit lourde à Ouagadougou, où l'air semblait chargé d'une tension presque palpable. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, était assis à son bureau dans le palais présidentiel, plongé dans l'étude de documents confidentiels. Ces rapports, marqués de tampons officiels, révélaient une menace imminente contre le gouvernement. La sécurité du pays était en jeu et Traoré savait qu'un faux pas pourrait plonger la nation dans le chaos. Ses yeux parcouraient les lignes avec une concentration intense, tandis que l'horloge accrochée au mur égrenait les secondes dans un silence oppressant, seulement troublé par le bruissement des pages qu'il tournait. Soudain, la porte s'ouvrit avec une discrétion presque solennelle. Marie, son assistante fidèle, entra, le visage assombri par une gravité inhabituelle. Dans ses mains tremblantes, elle tenait une enveloppe scellée, qu'elle tendit à Traoré sans prononcer un mot. Monsieur le Président, murmura-t-elle enfin, sa voix teintée d'hésitation. Ceci est arrivé il y a quelques minutes. C'est urgent. Traoré fronça les sourcils, son instinct lui soufflant que ce qu'il allait découvrir risquait de bouleverser son monde. Il saisit l'enveloppe et l'ouvrit avec précaution, comme s'il craignait que son contenu ne s'échappe pour le heurter de plein fouet. À l'intérieur, un rapport détaillé des services de renseignement exposait un complot visant à le renverser. Parmi les noms des conspirateurs présumés, en particulier, lui sauta aux yeux Amadou Diallo, son ami d'enfance, son compagnon de toujours, celui qu'il considérait comme un frère. Le cœur de Traoré se serra douloureusement. Il eut l'impression qu'un poing invisible s'était abattu sur son estomac, lui coupant le souffle. Amadou n'était pas seulement un ami. Ils avaient grandi ensemble dans le village poussiéreux de Bondokoui, partageant des rêves d'un avenir meilleur, affrontant les épreuves d'une jeunesse marquée par la pauvreté et l'incertitude. Lorsqu'il avait pris les rênes du pays après le coup d'État, Traoré avait offert à Amadou un poste stratégique au sein du gouvernement, convaincu qu'ils pourraient unir leurs forces pour reconstruire le Burkina Faso. Mais maintenant, les preuves étaient là, froides et implacables. Amadou était impliqué dans un plan pour le trahir. « Ce n'est pas possible », murmura Traoré, les yeux rivés sur le nom d'Amadou, écrit en lettres noires sur le papier blanc. Marie resta silencieuse, immobile, respectant le poids de cet instant. Elle savait combien ce lien entre les deux hommes était profond, presque sacré. « Monsieur, dit-elle enfin, brisant le silence avec une douceur prudente, que souhaitez-vous faire? Devons-nous mobiliser les forces de sécurité? » Traoré secoua la tête, le regard perdu dans le vide. « Non, Marie, je vais m'en occuper moi-même. » Ignorant les mises en garde pressantes de ses généraux et de son équipe de sécurité, qui insistait pour envoyer une unité armée, Traoré prit une décision radicale. Il se rendrait seul à Bobo-Dioulasso, là où Amadou était supposé coordonner les conspirateurs. « Monsieur le Président, » protesta le général Kaboré, le visage marqué par l'inquiétude, « c'est extrêmement dangereux. Nous ignorons combien d'hommes sont impliqués, ni quelles sont leurs intentions. »« Je ne vais pas là-bas pour me battre, » répondit Traoré avec un calme qui contrastait avec la gravité de la situation, tout en ajustant sa veste militaire kaki. « Je vais pour comprendre, et, si possible, régler cela comme un frère, pas comme un ennemi. » Le trajet vers Bobo-Dioulasso fut un voyage dans le silence, seulement interrompu par le ronronnement du moteur de la voiture que Traoré conduisait lui-même. Perdu dans ses pensées, il revivait les souvenirs de son passé avec Amadou.
Les nuits où, assis sous un ciel étoilé, ils imaginaient un Burkina Faso prospère, où chaque enfant aurait accès à l'éducation, où les familles ne craindraient plus la faim. Les promesses qu'ils s'étaient faites, enfants, de toujours se soutenir. Comment cet homme, ce frère, pouvait-il maintenant tramer un complot contre lui? Arrivé à Bobo-Dioulasso, Traoré se dirigea vers une petite maison à la périphérie de la ville, là où Amadou avait été vu pour la dernière fois. La maison, modeste, semblait presque endormie sous la lumière pâle du crépuscule. Lorsqu'il frappa à la porte, un homme grand et mince, vêtu de vêtements simples, ouvrit. C'était Amadou. Ibrahim, dit Amadou, visiblement déconcerté, ses yeux s'écarquillant de surprise. Que fais-tu ici? Traoré le fixa longuement, cherchant dans le regard de son ami une trace de l'homme qu'il avait connu. Sa voix, lorsqu'il parla, était empreinte d'une douleur contenue. Je pourrais te poser la même question, mon frère. Pourquoi fais-tu cela? Amadou hésita, son malaise évident. Il invita Traoré à entrer et referma la porte derrière eux. La pièce était sobre, presque austère, avec quelques meubles usés et des photos accrochées au mur. L'une d'elles, jaunie par le temps, montrait les deux hommes, adolescents, souriant côte à côte, leurs visages illuminés par l'insouciance de la jeunesse. « Tu sais pourquoi je fais ça ?» dit Amadou en s'asseyant sur une chaise usée, sa voix basse, presque brisée. « Notre peuple souffre, Ibrahim, et toi, tu es tellement occupé à vouloir sauver le pays que tu as oublié d'écouter ceux qui crient leur désespoir. » Traoré secoua la tête, une frustration mêlée de tristesse montant en lui. « Je n'ai jamais oublié le peuple, Amadou. J'ai grandi parmi eux, tout comme toi. J'ai connu la faim, la peur, l'incertitude. Mais renverser le gouvernement ne résoudra pas nos problèmes. Cela ne fera que semer plus de chaos, plus de souffrance. » Amadou baissa les yeux, déchiré entre ses convictions et l'amitié qu'il ressentait encore pour Traoré. « Je voulais juste aider, » murmura-t-il, sa voix tremblante. « Mais personne ne m'écoute, pas même toi. » Traoré s'assit à côté de lui, posant une main ferme mais bienveillante sur son épaule. « Si tu veux aider, alors reste à mes côtés. Ensemble, nous pouvons accomplir bien plus que n'importe quelle révolte. Nous pouvons construire, pas détruire. » Un silence lourd emplit la pièce, seulement troublé par le chant lointain des grillons à l'extérieur. Amadou semblait peser les mots de Traoré, ses épaules voûtées sous le poids de ses propres choix. Puis, des larmes commencèrent à couler sur ses joues, silencieuses mais éloquentes. « J'ai eu tort », admit-il finalement, sa voix à peine audible. « Mais puis-je encore réparer ça? » Traoré hocha la tête, un léger sourire adoucissant son visage. « Oui, mon frère, nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après les avoir reconnues. » De retour au palais présidentiel à Ouagadougou, Traoré était secoué, mais une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. La confrontation avec Amadou avait été une épreuve, mais elle avait aussi renforcé sa conviction que la véritable force d'un leader résidait dans sa capacité à pardonner et à reconstruire. Lorsqu'il entra dans la salle de réunion, l'atmosphère était électrique. Les généraux et ministres attendaient, tendus, conscients que le président avait affronté une épreuve personnelle à Bobo-Dioulasso. « Monsieur le Président, » dit le général Kaboré, brisant le silence. « Que s'est-il passé là-bas? Devons-nous arrêter les conspirateurs? »
Traoré prit une profonde inspiration, ses mains posées fermement sur la table. Amadou a confessé son implication dans le complot, dit-il, sa voix ferme, mais empreinte d'une émotion contenue. Mais il n'a pas agi par ambition personnelle. Il pensait, à sa manière, aider notre peuple. Un murmure de surprise parcourut l'Assemblée. Beaucoup s'attendaient à une réponse dure, à des ordres d'arrestation immédiate et de punition sévère. Mais Traoré semblait envisager une voie différente. « Je le connais depuis l'enfance », poursuivit-il, son regard balayant la pièce. « Il a été l'un des premiers à croire en moi, à partager mes rêves de changer ce pays. Je ne peux pas simplement le considérer comme un ennemi. » Le ministre de la Justice, un homme aux traits sévères, intervint, la voix teintée d'inquiétude. « Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, cela pourrait être perçu comme une faiblesse. Si vous épargnez Amadou, d'autres pourraient y voir une opportunité pour de futures trahisons. » Traoré hocha la tête, comprenant la gravité de l'argument. « Je comprends vos préoccupations, » dit-il calmement. « Mais diriger, ce n'est pas seulement punir, c'est aussi corriger les erreurs, montrer qu'il y a une autre voie. C'est bâtir des ponts là où d'autres ne verraient que des murs. » Il annonça alors sa décision. Amadou serait démis de ses fonctions au sein du gouvernement et envoyé travailler directement avec les communautés rurales, où il pourrait contribuer de manière positive, loin des intrigues politiques. Cette décision suscita des réactions mitigées. Certains ministres saluèrent l'approche humaniste de Traoré, voyant en elle une force morale rare. D'autres, plus pragmatiques, craignaient que cette clémence ne fragilise l'autorité du président. Le lendemain, Amadou se présenta au palais pour recevoir sa nouvelle affectation. Il était visiblement gêné, ses yeux évitant ceux de Traoré, mais une gratitude sincère émanait de lui. « Ibrahim, » dit-il, sa voix tremblante, « je ne sais pas si je mérite ta confiance après ce que j'ai fait. » Traoré posa une main sur son épaule, un geste fraternel. « Personne ne mérite la confiance d'emblée, mon frère, mais tout le monde mérite une chance de se racheter. Montre-moi, montre au peuple que tu peux être l'homme que j'ai toujours connu. » Cette nuit-là, Traoré marcha seul dans les jardins du palais, l'air frais apaisant son esprit tourmenté. Il réfléchissait aux risques qu'il prenait, non seulement pour lui-même, mais pour tout le pays. Il pensait aux centaines de milliers de Burkinabés qui comptaient sur lui, qui voyaient en lui un symbole d'espoir, un homme capable de transcender les divisions pour bâtir un avenir meilleur. Comment puis-je guider mon peuple si je ne peux pas pardonner à mon propre frère, murmura-t-il, levant les yeux vers un ciel constellé d'étoiles. Des pas légers se firent entendre derrière lui. C'était Thémarie, portant une tasse de thé fumant. « Monsieur le Président, » dit-elle doucement, « vous semblez épuisé. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? » Traoré esquissa un sourire, touché par sa sollicitude. « Marie, as-tu déjà ressenti que faire ce qui est juste est parfois plus difficile que de suivre la voie facile? » Elle hocha la tête, ses yeux reflétant une compréhension profonde. « Oui, monsieur, mais c'est précisément pourquoi les gens vous suivent, parce que vous choisissez la voie difficile quand elle est nécessaire. » Il soupira, ses épaules s'allégeant légèrement. « J'espère que tu as raison, Marie. J'espère que tu as raison. » Le lendemain matin, Traoré convoqua une réunion d'urgence avec son cabinet pour discuter des prochaines étapes. Il savait que la trahison d'Amadou
n'était pas un incident isolé. D'autres comploteurs, tapis dans l'ombre, devaient être neutralisés pour garantir la stabilité du pays. Messieurs, dit-il, son regard perçant balayant la salle, nous ne pouvons permettre à l'ambition de quelques-uns de compromettre l'avenir de tous. Aujourd'hui, nous agirons avec fermeté, mais aussi avec justice. Les généraux acquiescèrent, prêts à exécuter ses ordres. Traoré détailla un plan précis. Les chefs du complot seraient arrêtés et jugés, mais ceux qui feraient preuve d'un repentir sincère auraient une chance de rédemption, à l'image d'Amadou. Nous ne construirons pas un pays fort en écrasant les autres, ajouta-t-il. Nous le ferons en leur donnant une chance de contribuer, de réparer leurs erreurs. Pendant que les forces de sécurité procédaient aux arrestations, Traoré décida de se rendre dans des communautés rurales touchées par l'instabilité politique. Il voulait entendre directement les voix du peuple, comprendre leurs craintes, leurs espoirs, leurs rêves. Dans un petit village au nord de Ouagadougou, il rencontra une femme nommée Fatou, veuve depuis un conflit passé. Elle tenait une photo fanée de son mari, ses doigts caressant doucement le papier usé. « Monsieur le Président, dit-elle, la voix chargée d'émotion, je ne demande qu'une chose, que mes enfants puissent grandir en paix. Nous n'avons pas besoin de richesses, juste de sécurité et d'espoir. » Traoré posa une main sur son épaule, profondément ému par la simplicité et la sincérité de ses mots. « Vous avez ma parole, Fatou. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que vos enfants aient l'avenir qu'ils méritent. » Un journaliste, témoin de la scène, griffonna dans son carnet. « Aujourd'hui, au Burkina Faso, j'ai vu un leader qui ne se contente pas de gouverner. J'ai vu un homme qui écoute, qui ressent, qui comprend que la véritable force d'un président réside dans sa connexion avec son peuple. » Quelques semaines plus tard, Traoré se rendit à un centre d'innovation communautaire où un programme intitulé « Dignité par l'autosuffisance » commençait à porter ses fruits. Marie était là, orchestrant les derniers préparatifs d'une cérémonie célébrant les progrès du projet. À ses côtés, un jeune garçon nommé Malek, qui avait autrefois lutté contre une fièvre dans un hôpital de fortune, souriait fièrement, tenant une pancarte ornée de photos illustrant les initiatives locales. Ses yeux brillaient d'une joie nouvelle et son pull, offerte par le programme, semblait lui donner une assurance qu'il n'avait jamais eue auparavant. Traoré monta sur scène, vêtu simplement d'une tenue traditionnelle burkinabé, ses gestes empreints d'une humilité naturelle. Il regarda la foule, visiblement ému, de voir tant de visages transformés par l'espoir. « Aujourd'hui, dit-il, sa voix vibrante d'émotion, nous ne sommes pas ici pour célébrer des chiffres ou des politiques publiques. Nous sommes ici pour honorer ceux qui ont bâti ce pays avec leurs mains, leurs cœurs, leurs esprits. Vous, le peuple, êtes les véritables piliers du Burkina Faso. » Il s'adressa ensuite directement à une figure internationale, bien qu'il sût qu'elle n'était pas présente. « Monsieur Trump, dit-il, fixant les caméras avec une détermination tranquille, vous m'avez qualifié de naïf. Mais je veux que vous sachiez que notre prétendue naïveté change des vies. Notre force réside dans les petites victoires d'idées quotidiennes, dans les communautés qui se réunissent pour construire un avenir meilleur. » La foule éclata en applaudissements, tandis que des images défilaient sur un écran géant. Des agriculteurs récoltant des champs prospères, des enfants riant dans des écoles rénovées, des jeunes scientifiques développant des solutions innovantes pour leur pays. Fatou fut invité à monter sur scène pour prendre la parole.
Elle hésita, intimidée par les regards posés sur elle, puis trouva le courage. « Ma mère m'a toujours appris que nous devons nous battre pour nos rêves, » dit-elle, brandissant un vieux livre ayant appartenu à sa mère. À l'intérieur, une phrase simple était inscrite en lettres manuscrites. « Le savoir est le plus grand héritage que nous puissions laisser. » Traoré sourit, profondément touché par ce message. Il savait que ce moment était plus qu'un symbole. C'était une preuve que chaque acte de bienveillance, chaque opportunité offerte, pouvait engendrer des changements profonds et durables. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres aux États-Unis, l'ancien président Trump regardait la retransmission en direct, un mélange d'admiration et de réticence dans le regard. Lors d'une interview télévisée, un journaliste lui demanda ce qu'il pensait de Traoré. « Ce type est spécial, » admit Trump, surprenant l'audience par sa franchise. « Il fait des choses à sa manière, et ça marche. Peut-être l'ai-je sous-estimé. » Cette déclaration fit le tour du monde, renforçant l'idée que des gestes de compassion et un leadership authentique pouvaient transcender les frontières et unir les peuples. De retour au Burkina Faso, Traoré poursuivait sa mission avec une détermination renouvelée. Lors d'une visite dans un village rural, il rencontra une fillette nommée Mamadou, qui avait reçu un uniforme scolaire et des fournitures grâce aux ressources générées par une réforme agraire. « Monsieur le Président, » dit-elle, sa voix tremblante d'émotion, « ceci est pour vous. Je voulais vous montrer que nous utilisons ce que vous nous avez donné pour apprendre et grandir. » Traoré s'agenouilla pour être à sa hauteur, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Tu ne nous dois rien, Mamadou. Tu prouves que lorsque nous donnons aux gens les bons outils, ils peuvent conquérir le monde. » Dans les mois qui suivirent, le Burkina Faso commença à voir les fruits des efforts de Traoré. Les communautés rurales, autrefois marquées par le désespoir, retrouvaient une vitalité nouvelle. Les écoles se remplissaient d'enfants avides d'apprendre. Les champs produisaient des récoltes abondantes et les jeunes innovateurs apportaient des solutions aux défis du pays. Amadou, désormais installé dans une région rurale, travaillait sans relâche aux côtés des villageois, gagnant peu à peu leur respect et prouvant que la rédemption était possible. Un soir, alors que Traoré se tenait sur le balcon du palais, contemplant les lumières d'Ouagadougou, il sentit une paix intérieure qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il savait que les défis étaient loin d'être terminés, que d'autres épreuves viendraient, mais il savait aussi que, tant qu'il resterait fidèle à ses valeurs, justice, compassion, unité, il pourrait guider son peuple vers un avenir meilleur. Marie apparut derrière lui, une tasse de thé à la main. Comme à son habitude. « Monsieur le Président, » dit-elle avec un sourire, « vous devriez vous reposer un peu. Le pays a besoin de vous en forme. » Traoré rit doucement, acceptant la tasse. « Tu as raison, Marie. Mais dis-moi, crois-tu que nous pouvons vraiment changer les choses, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour les générations à venir? » Elle le regarda, ses yeux brillants de conviction. « Oui, monsieur, parce que vous ne vous battez pas seulement pour le présent, vous vous battez pour l'avenir. Et ça, c'est ce qui fait de vous un vrai leader. » Traoré hocha la tête, ses pensées tournées vers Fatou, Mamadou, Amadou et tous ceux qui incarnaient l'âme du Burkina Faso. Il savait que le chemin serait long, mais pour la première fois depuis des mois, il se sentait prêt à l'affronter.